et j'aimerais revenir avec vous sur les boucles en JavaScript. Alors, sur la droite, vous avez une fenêtre qui s'appelle Coca, qui est une extension qui permet d'exécuter en direct le JavaScript que j'ai envoyé. Et on va commencer assez vite avec la première boucle, la plus connue, la plus simple, et pas forcément la plus utilisée. On va voir ça après. Alors, comment elle fonctionne? Donc, vous avez un let i, donc on va définir la variable i, qui va commencer à 0. On va continuer tant que i est inférieur à 5. Donc on n'aura jamais i égale 5, c'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter le code, enfin i sera égal à 5, mais on n'aura pas exécuté le code après. Et la suite, c'est i égale plus plus. Alors ça veut dire i égale i plus 1, c'est un petit alias, un petit raccourci, ça revient donc à faire ça. Et après, bon, tout simplement, on fait un console log pour afficher la valeur de i. Donc on va voir 0, 1, 2, 3, 4, et comme je disais, on ne voit pas le 5. Donc la boucle for est relativement simple à comprendre, mais je vais vous montrer la boucle while, qui est un petit peu, à mon sens, un peu plus compliquée, dans le sens où elle est un peu découpée. Déjà, elle est très piégeuse, parce qu'il est très facile d'oublier, alors on a la même chose, hein, donc on est bien sur du i égale 0, on est bien sur la même condition, on est bien sur le même incrément. Le problème, c'est que on peut très facilement oublier de mettre le i++, donc là c'est une boucle infinie, on va avoir du 0, 0, enfin pour le coup ça est infini, donc il va pas réussir à finir le code, donc il va être un peu triste. Mais on peut aussi oublier que le i, il est global. C'est-à-dire que si je suis à l'extérieur, je peux récupérer la valeur de i. C'est-à-dire que si je vais... on va faire carrément... Hop. Alors, c'est vrai qu'il se pose la question, c'est aussi une extension qui permet d'avoir les valeurs qui ont été passées dans le console log. Et en l'occurrence, je peux faire ici... Voilà. Sur la boucle for, le i est local à la boucle for. On appelle ça un scope. C'est là où il est... scopé, là où il est fini. Donc je ne peux pas accéder à i en dehors. Par contre, là j'ai pu définir i, je l'ai défini en dehors de la boucle while, et donc je peux récupérer la valeur après coup. Ce qui peut être très pratique dans certains cas, mais ce qui est en réalité très rare qu'on en ait besoin. Donc la boucle while, c'est le cas de base, le cas d'école que personne n'utilise en réalité. Celui qu'on utiliserait plus, mais ça reste un while, c'est le do while. En fait, à la place de faire la condition au début, on fait la condition à la fin. Ce qui est beaucoup plus pratique parce que la plupart du temps, on va faire un point, on va faire l'action et on veut vérifier après. Si vous l'avez, si dès le début vous n'arrivez pas dans la condition, vous sortez. Ça peut être très utile dans certains cas aussi, malgré tout. Mais comme je disais, la boucle while, on va très très peu utiliser. On peut déjà beaucoup plus utiliser, en fait, on va avoir plusieurs boucles for. Donc je vous ai montré le for let, début, condition de début, condition et incrément. Donc, mais on a aussi par exemple la boucle for in. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors, bon, c'est assez explicite je pense, quoique. On a un objet qui contient des propriétés, donc là ABC. Ce qu'on dit avec le in, c'est récupère les propriétés et itère sur ces propriétés. Donc on va récupérer le A, puis le B, puis le C. Bon, si je ne me trompe pas, c'est ça. Clé A et on récupère sa valeur. Donc pour récupérer sa valeur, ici le objet propriété, ça revient, si je fais objet de A, ça revient... Attendez, je vais faire un console log, ce sera plus joli. Tac. D'ailleurs, hop, si que je ne me trompe pas, ça revient totalement à faire... Et d'ailleurs, c'est pas object... Ah, je l'ai écrit en français. Piégeux. Ça revient à faire objet.a. Tout simplement. C'est vraiment un alias. On peut mettre des variables. Ici, c'est compliqué de mettre une variable, c'est directement le nom de la propriété. Ici, on peut construire et on peut dire, tiens, plus string ou autre chose, etc. On peut venir choper dynamiquement les éléments. Et comme ici, c'est une variable, c'est la seule manière qu'on a facile d'utiliser pour récupérer la propriété. Donc voilà, pour la boucle, je disais la valeur la boucle for in, je vais y arriver. La suivante, elle est très similaire, on passe sur du off. C'est la boucle juste for off. Donc on a, pour le petit rappel, la boucle for classique, la boucle for in et la boucle for off là. Tiens, mais si toutes celles qu'on a regardées, on a aussi regardé la while et la do while. Comme ça, hop, je vais lister au fur et à mesure. Donc elle va être similaire, sauf que c'est pas pour un objet, c'est pour un tableau. On va itérer sur un tableau. C'est très pratique pour le coup, mais pareil, elle sera pas très utilisée et vous allez vite comprendre pourquoi.
Enfin, comprendre. On va voir ça. Donc, bon, pas plus simple que ça, enfin pas plus compliqué que ça. On prendra un tableau, on va itérer dessus, fini. On n'a pas besoin... si je voulais faire la même chose avec une boucle for classique, c'est-à-dire, on va se faire un petit let... Un petit let i inférieur à tableau.length et on va faire i++. Et j'ai oublié un truc assez important, i égale 0 au début, sinon c'est pas drôle. Et donc on va récupérer le xème élément, donc il faudrait faire un const de la valeur égale tableau.i. Donc on va itérer sur tous les éléments du tableau, et oui, valeur n'existe pas ici. Et donc ça revient strictement au même dans les deux cas là, mais on n'a pas besoin de venir initialiser de manière temporaire la valeur intermédiaire. Il le fait pour nous, tout simplement. Donc ça, c'est plus des alias ou des facilitations, mais c'est pas vraiment ça qui va nous aider le plus. Celle qu'on va utiliser le plus, alors la boucle for est relativement utile dans tous les cas parce qu'elle permet de faire tout ce qu'on veut, et assez simplement, elles sont très compréhensibles. Mais vous avez des méthodes directement sur les tableaux. Typiquement, si je vous montre celle-ci, alors, tac, je vais juste cacher ça. J'ai fait un tableau, et on peut directement sur le tableau, sans avoir passé par la boucle, en fait demander à itérer. Alors, entre les fonctions et les error functions, donc c'est celles enfin les fonctions classiques, ici anonyme pour être exact, c'est celles qui vont contenir le nom function et qui ne vont pas hériter du contexte de là où ils sont appelés. En l'occurrence ici parce qu'on est directement sur le niveau le plus haut, on n'est pas dans des sous-éléments, mais si j'étais dans une fonction, je vous conseillerais plutôt d'appeler une neurofunction qui va hériter directement du contexte où vous êtes. C'est-à-dire que si j'ai une variable genre ici i égale je sais pas 15, je pourrais dans n'importe quelle fonction dire comment on pourrait écrire ça, ouais, i. On peut facilement récupérer le i. Dans une fonction, si je faisais la même chose ici, ça ne marcherait malheureusement pas. Là, ça marche comme je disais parce que on est sur le niveau le plus haut, mais si je fais une fonction intermédiaire, j'hériterai de la variable qui est tout en haut et pas celle qui est en bas. Hop, donc on va enlever les deux. Au cas où il y en a qui ne sauraient pas, si j'ai des éléments comme ça qui rappellent plusieurs fois, sur VSC par défaut c'est CTRL-D et j'ai un multicurseur, c'est toujours très pratique à connaître. Alors le for each, ça revient exactement au for of, mais c'est un peu mieux expliqué parce que le each, eh bien, on va faire un for pour chacun. Donc pour chaque élément, on va itérer. Et il va nous rappeler dedans l'élément courant, donc le premier, le deuxième, etc. Enfin vraiment le contenu, ce qu'il va avoir. L'index, est-ce qu'on est à l'index 0 et à l'index 1, à l'index 3. Et on va avoir un troisième élément qui va être le tableau. Donc là, vous avez la signature de la fonction. Donc la value, l'index et l'array. Donc bon, on n'a pas besoin du tableau complet et de toute façon il est défini au-dessus, donc on peut facilement l'utiliser. Mais ça pourrait être utile, typiquement voilà, dans le cas d'une function, de pouvoir réutiliser l'array pour être sûr qu'on l'ait et l'utiliser directement. Bon, on va faire un truc un peu bourrin, mais c'est juste pour la démonstration. Hop! Oui, là. J'ai fait une erreur. Non, c'est juste que... non, c'est bon. Donc là, c'est juste que je lui ai dit, tiens, on va faire un truc. Voilà. Ce sera plus joli. Donc c'est juste que je fais un toString, donc ça revient, enfin là, j'affiche en string les éléments. Mais voilà, donc ça c'est pour la for each. La for each est très pratique parce que donc on va itérer dessus très facilement depuis un tableau. Par contre, ça ne récupère aucun résultat. C'est-à-dire que le retour du for each, comme on voyait, je l'ai enlevé, ça renvoie un void. Ça ne renvoie rien. Ok. Ce qui peut être très utile pour faire des choses intermédiaires, mais souvent ce qu'on veut, c'est pour chaque élément du tableau, on veut faire une action et on veut faire l'action pour chaque. On veut récupérer le résultat à chaque fois. Alors, pour ce faire, le cas le plus courant, enfin le cas le plus... attendez, je vais vous noter ici, on a vu le for each, super, merci autocomplétion. Si je vous montre le map, alors le map c'est encore autre chose. Oui, peut-être faire quand même un petit console log du résultat. Hop, si j'oublie la moitié.
Donc le map, c'est la même chose que le for each, à ceci près qu'il va récupérer les résultats. Et il va créer un nouveau tableau, qui n'aura en rien modifié le tableau d'origine, tout comme le for each, mais qui va donc vous créer de nouveaux résultats avec ce tableau. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des chiffres, 1, 2, 3, 4, et je lui demande de les monter au carré. Bon, et pour chaque élément, je vais indépendamment les monter au carré. Et donc c'est bien ce qui nous renvoie 1, 4, 9, 16. C'est bon, les résultats sont corrects. Ouf. Et pour le coup, on a un tout nouveau tableau. Pour le coup, le map, c'est extrêmement utilisé pour ça, parce que c'est très fréquent qu'on veuille récupérer quelque chose. Le for each sera pas mal utilisé dans le cas où on n'a pas besoin du résultat. Mais je vais vous montrer un cas que j'adore, qui est... Alors là, j'ai du mal à vous montrer. C'est le cas d'une promesse. Si vous avez une méthode asynchrone et que vous voulez utiliser une méthode asynchrone pour chaque sous-élément, utilisez un map, ça vous renverra la promesse de chacun. Et puis avec un petit promise all, un petit await devant, c'est fini. Vous avez tout fait en parallèle, alors que le for each ne gère pas la synchrone. Il n'est pas fait pour ça. Donc ça ne marchera tout simplement pas. Alors j'ai encore pas mal de petites méthodes à vous montrer, parce que là c'est donc les méthodes classiques, les méthodes que l'on utilise tout le temps. Hop. Mais alors... mais on va aussi utiliser quelques petites choses assez amusantes. Si je vous montre par exemple le filter. Alors le filter, c'est comment on passe d'un tableau et on diminue la taille du tableau parce que souvent ça arrive qu'on fasse une reconstruction de tableau mais pour récupérer que des sous-éléments. Et bien en fait ce filter sert à ça. Ce qu'il va faire ici, il dit est-ce que je suis modulo 2, donc en fait est-ce que je suis un nombre pair. Si je suis égal 0, si le reste du modulo 2 est égal à 0, ça veut dire que je suis un nombre pair. Donc il ne va filtrer que les nombres pairs. Bon, ça, je ne me suis pas trompé. 2 et 4, c'est ce nombre pair de notre tableau d'origine, donc il ne retient que le 2 et le 4. Donc ça, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'on ne peut que diminuer en termes de taille du tableau. Ce qui peut être un peu piégeux. Si je veux, par exemple, je sais pas, décomposer les chiffres, là je veux que 1 et 2, enfin je veux tout décomposer en je sais pas, par exemple, je veux, donc 1 c'est 1 fois 1, le PGD, mince, le plus petit multiplicateur commun, bref, 4 ce serait 2 fois 2 par exemple. Ben, je voudrais avoir une décomposition de 2 et 2. Alors, ça se fait dans ce cas plutôt qu'un réducteur. Alors je vais montrer d'autres chiffres, mais l'idée ici, c'est que je vais maîtriser mes variables de départ, mon state de départ. On va mettre un peu plus de... Pourquoi il me met une erreur là c'est amusant qu'il me pète une erreur. Pourtant la syntaxe ça change pas. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ce qu'il nous dit... Donc le radius, donc ça part toujours dans un tableau, tout le temps. On a une callback, donc la callback pour le coup comme je vous ai dit, je vais le refonctionner depuis tout à l'heure parce que j'ai le contexte local et je peux l'utiliser. Et je vais avoir mon accumulateur qui est défini par ce que j'ai en second paramètre. Donc c'est le second paramètre, c'est celui qui va être le initial value qui est là. Current providence. Et on va avoir donc les paramètres, ça va avoir previous value, donc c'est l'accumulateur, c'est celui qu'on est en train de modifier, qui peut être ici un number parce que c'est moi qui l'ai défini avec 0, mais je peux mettre un objet, je peux mettre un tableau, je peux mettre ce que je veux. La deuxième valeur, c'est la valeur courante du tableau sur lequel on va travailler. Le troisième, c'est l'index, ça peut être utile, c'est rare qu'on l'utilise, enfin c'est assez rare qu'on l'utilise, mais ça peut être utile malgré tout. Et le dernier, encore une fois, c'est le tableau. On retrouve, comme pour le for each, comme pour le map, à chaque fois, on peut retrouver le tableau complet au cas où. Et ici, ce que je fais, c'est donc l'accumulateur, je lui dis accumulateur plus la valeur courante. Donc je fais simplement la somme. Bon, on pourrait s'amuser beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de beau tiens, enfin... On va faire un petit peu plus violent. Hop. Si j'arrive pas à appuyer sur les touches, ça va pas le faire. J'ai envie de... bon, je pars un petit peu en vrille, mais c'est pas grave. Hop, accumulateur.push. J'ai envie de récupérer la valeur courante, mais j'ai envie aussi de push le tableau à chaque fois complet. C'est un petit peu violent. Oh, tu peux me récupérer plusieurs valeurs, ça.
Quoi, t'es encore sur un chiffre? Items never. T'as un beau tableau. Attendez, j'ai fait une bêtise. Ah oui, c'est push all. Non. Ah oui, je suis bête. Cannot triple properties of undefined winning new là. Cannot triple. Faut quand même dire qu'il y a undefined. Ah oui, bah oui, je suis bête. Il faut aussi que je retourne. Alors, ça c'est le petit piège, il faut le retourner. En fait, il repart de l'accumulateur. C'est-à-dire que depuis n'importe quand dans la boucle, vous pouvez annuler tout ce qui a été fait avant. C'est alors en général, moi je le fais en inline, c'est pour ça que ça fait un moment que je l'avais pas fait avec des fonctions. D'ailleurs, le push, oui, il m'aurait en tout cas number, donc ça va pas servir à grand chose. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un peu con, ça sert pas à grand chose, mais si je peux montrer que c'est possible. Donc j'ai le 1, je vais push le 1. Bon, et ici, tableau vide. Pour la valeur suivante, on passe à 2, je push le 2, mais je rappelle les valeurs précédentes, qui étaient le 1. Pour le suivant, on avait le 1 et le 2, et j'y repush tous les éléments précédents. Alors bon, je rappelle, je mets le 3, donc je ramène le 1 et 2 qui étaient les valeurs précédentes, qui étaient, même pour être exact, 1, 2, 1. Et après 4, et on a 1, 2, 1, 3 qui étaient les valeurs précédentes. 1, 2, 1, oui. Un peu lourd. Mais bref, c'est pour montrer qu'on peut vraiment augmenter en termes de tableau, diminuer, partir sur un chiffre, faire de l'accumulation sur un string. Le réduceur est extrêmement pratique pour beaucoup de cas. Si vous le maîtrisez, très franchement, vous pouvez faire quasiment n'importe quoi avec. Pour revenir dans le côté du filter, donc pour réduire la taille de votre string, vous avez le sum. Alors le filter, il permet de tester une condition pour toutes les valeurs. Le sum, il est plus sympa. Enfin, il est plus rapide surtout. Vous voulez juste savoir, est-ce que ici j'ai un nombre pair dans ma liste? Un exemple concret, par exemple, c'est pour des permissions. J'ai 3000 permissions sur l'utilisateur. Est-ce que ma permission concerne l'accès au droit de ce fichier? Oui, non. J'ai pas besoin de parcourir toutes les règles de permission. Je veux juste en trouver une seule qui matche. Eh bien, c'est ce qu'il va faire. Il va toutes les lire jusqu'à arriver à la bonne permission. Si elle est bonne, ça s'arrête là. Si elle n'est pas bonne, bah on continue de toutes les lire. Et si on n'a aucune qui match, on va toutes les lire pour vérifier qu'il y a bien l'impossibilité pour lui d'avoir besoin de pouvoir lire ce fichier. Donc c'est extrêmement pratique pour ça. D'ailleurs, j'ai vu que le filter, je ne l'ai pas mis, le réduceur, c'est pratique pour Copilot pour ça. Des fois, on se demande comment il fait pour terminer tout ce que je veux. Hop. Si je vais un petit peu plus loin, donc là, le sum, c'était j'ai au moins un élément qui match. Là, c'est plus violent, c'est est-ce que tous les éléments matchent? Bon, ça, on pourrait le refaire avec un réduceur, hein, comme d'ailleurs le précédent. On pourrait tous les faire avec un réduceur, c'est ça qui est génial. Hein. Et donc là, on vérifie qu'ils sont tous pairs. Donc, s'il y en a un seul qui n'est pas pair, typiquement si je vous mets 9 là, on va bien avoir un false. Donc là par contre, c'est l'inverse du sum. S'il y en a un qui est faux, il n'ira pas jusqu'au bout, il va s'arrêter de manière intermédiaire. Donc c'est à vous de savoir, est-ce qu'il y a plus de chances, est-ce que vous avez besoin de tout vérifier d'un côté ou de l'autre pour savoir lequel est le plus utile. Là, on retourne dans des problèmes de complexité pour savoir est-ce qu'on est sur un problème de sécurité, il faut tout énumérer, ou est-ce qu'on veut optimiser parce qu'on sait que dans un cas, on est plus souvent sur un seul élément ou tous, et donc lequel va être le plus rapide à trouver l'information. Le suivant, j'ai dit que c'était quoi? Ah, bon, c'est vrai que je vais faire le find après, c'est un peu dommage. Alors le find, c'est le cas courant. Vous voulez chercher un élément. C'est-à-dire que là, tout ça, c'était du filtre. On filtre les éléments, on vient vérifier si l'élément existe. Moi, là, ce que je veux, c'est récupérer l'élément. Donc j'ai un tableau, 1, 2, 3, 4. Ça peut être un objet complexe, hein. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, même au contraire, c'est très utilisé pour ça. Et je veux récupérer cet élément précis. Alors, il ne va pas me dire où est-ce qu'il est, il m'envoie l'élément directement. Ce qui fait que si j'ai un objet, typiquement, là, on va faire un objet rapidement. Hop. J'ai un peu de mal avec ce clavier. Hop. Voilà. Donc d'ailleurs, on va montrer que là, très bien, si j'ai pas d'élément, il renvoie undefined, donc pas de valeur. Il ne connaît pas.
un petit objet, et je veux récupérer celui où au point A égale à 1. Très bien. Si je m'amuse à dire point A, point B, oula, je fais beaucoup de fautes moi. Hop, et je veux... Ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai récupéré, donc là, j'étais sur des chiffres, donc il n'y avait pas de changement, c'était des valeurs. Là, si je passe un objet, je passe par une référence. C'est bien la référence qui passe, et pas une copie de l'élément. Ce qui fait que si j'ai trouvé l'élément, je peux m'amuser à faire une modification. Donc j'ai trouvé l'élément, je fais b égale 2, je veux changer la valeur. Et donc si je vous affiche la nouvelle valeur de l'objet, j'ai bien le b égale 2 qui est arrivé. Mais le tableau d'origine a aussi été mis à jour. Donc ça peut être très pratique, faut le savoir, c'est tout le principe des références, c'est extrêmement pratique, mais ça peut être piégeux quand on ne connaît pas. Donc ça c'est des cas assez bons à connaître. Donc je me rajoute le find, et le dernier qui est très similaire au find, c'est le find index. Alors le find index, plutôt que de renvoyer l'objet, ça renvoie l'index. Ce qui fait que c'est à nous, hop, si on veut récupérer la valeur après coup, de récupérer le xème. Et voilà. Donc on a quand même fait une bonne petite liste là de manières d'énumérer. Alors il peut encore y en avoir quelques-unes, mais là vous avez franchement les plus intéressants et les plus importants. Donc je répète, mais les boucles while, on les fait quasiment jamais. On a quasiment toujours ce qu'on veut avec les derniers, que ce soit pour une condition, que ce soit en fait, c'est des contextes plus précis, mais qui sont plus efficaces, plus rapides et surtout plus compréhensibles. La boucle while est très piégeux parce que la moindre petite erreur dedans casse tout. Et surtout, on peut ne pas s'en rendre compte. Typiquement, si on a mis une condition qui dit je veux incrémenter dans ce cas-là et dans ce cas-là, je n'incrémente pas, ben, je reste bloqué à l'infini dans le même cas. Et des fois, on peut s'en rendre compte plusieurs jours plus tard parce que le serveur est en train de tourner depuis 3 jours et qu'on ne comprend pas pourquoi il ne se passe plus rien. Alors c'est pas du vécu heureusement mais ça aurait pu non, ça peut être très 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 malheureux. Et donc voilà, donc vous avez quand même une bonne petite liste. Je vous conseille fortement de regarder très fort le réduceur, le Redus. Alors oui, réduceur, je sais pas parce que je fais aussi beaucoup de React. Donc le Redus qui vous permet de faire beaucoup de choses. Il faut s'amuser avec, il faut tester des choses et vous allez voir, vous pouvez retourner des tableaux, des objets, des strings, des int, ce que vous voulez, des objets ultra compliqués, même des promesses si vous voulez. On peut tout faire avec. Et ben en tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à demander si vous avez des sujets précis, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!